Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir l'intégralité des onglets sur l'importation des objets médias. Pour rappel, l'interface de 3D Vista Virtual Tour Pro est très bien conçue et vous avez les onglets principaux qui sont tout en haut, en plein centre de votre écran. Un premier que l'on a déjà vu et les suivants qui sont en fait tout simplement les onglets pour l'importation de vos objets médias et la gestion de ceux-ci. Et on finira par la partie publication dans le chapitre suivant. Vous le voyez sur 3D Vista, tout simplement, tout se situe ici. Vous avez bien l'intégralité ici des éléments qui vous permettent tout simplement d'importer des objets médias. Et comme vous le voyez, chacun d'entre eux aura bien des sous-onglets qu'on va détailler dans cette vidéo. Bien évidemment, vous êtes libre de pouvoir y aller par vous-même et d'aller un peu plus dans les détails. On va encore une fois essayer de faire des éléments, des choses concrètes dans cette formation et on va aller droit au but le plus vite possible et pour que vous compreniez le mieux possible. Donc il y a des éléments qu'on ne va pas forcément survoler. Donc ce sera à vous d'aller un petit peu plus en détail. Donc on a les onglets principaux ici, les onglets secondaires qui vont apparaître juste en dessous. Je rappelle ici la visualisation de votre interface et vous avez bien ici la partie où il y a l'intégralité des paramètres qui vont s'afficher par rapport à l'élément que vous allez choisir. Pour ce premier chapitre, ce sera l'onglet Panorama qui va vous permettre d'intégrer des images à 360 degrés. Qu'est-ce qu'un panorama dans le contexte de la réalité virtuelle? C'est tout simplement une image ou si vous préférez une photographie qui est à 360 degrés. Donc c'est un format équirectangulaire 2:1 qui vous permet tout simplement, quand on l'enveloppe autour de la vision de l'utilisateur, d'avoir une vue très proche de la réalité, c'est-à-dire que la personne peut tourner la tête partout autour d'elle. Voyons comment ajouter votre premier panorama. À chaque moment que vous avez sélectionné du coup un des boutons juste ici, vous allez voir que ça devient bleu si vous avez choisi la couleur de cette interface, mais normalement vous ne pouvez pas la changer à l'heure actuelle, donc ce sera bien en bleu et ça vous permet tout simplement de savoir exactement où vous êtes. Donc là, on est bien dans la partie panorama et nous sommes dans la partie liste qui est un tout petit peu moins grisée. C'est comme ça qu'on peut repérer où nous sommes. Bien évidemment, si je change entre liste, paramètres et hotspot, donc je ne peux pas le faire ici via mon tableau, mais vous avez compris l'idée, ça va devenir légèrement grisé une fois que vous allez switcher de sous-onglet. Donc ce qui est important, pour ajouter un média, le bouton sera toujours au même endroit, il sera juste ici en bas à gauche de votre interface. Et il se nomme ajouter un média tout simplement. Dans cette partie panorama, comme dans toutes les parties que l'on va voir par la suite, dès que vous appuyez sur ajouter un média, vous aurez une fenêtre contextuelle qui va apparaître comme ceci et avec des informations qui vont changer, mais ça va vous permettre de sélectionner quelle typologie de médias vous allez sélectionner. Par exemple, dans la partie panorama, on a bien panorama juste ici, mais si je me permets, comme vous le voyez, de cliquer ici, vous voyez que vous avez plusieurs types de panorama possibles. Encore une fois, les possibilités sur 3D Vista Virtual Tour sont infinies. Nous, on va voir vraiment les bases qui sont utiles dans votre cas de figure et dans un cadre de pédagogie, encore une fois. Vous avez dorénavant réussi à importer votre panorama. Vous les verrez affichés comme ceci. Dans mon cas de figure, je les ai renommés avec un titre. Donc, attaquons maintenant notre liste de sous-onglets qui est plutôt dense pour cette partie panorama. Donc, on va essayer d'aller vite et de ne pas s'étaler. Donc nous sommes dans la partie liste où vous l'avez compris, l'intégralité de vos panoramas que vous avez importés sont listés avec le nom de celui-ci et la résolution en pixels, ce qui vous permet de voir si vous êtes déjà plutôt cohérent. Dans mon cas de figure, 7296 sur 3648 pixels, on est à peu près sur du 8K en photographie 360, donc c'est plutôt déjà très bien et c'est largement suffisant dans 80% des cas de figure. À droite, dès que vous cliquez sur un panorama, bien évidemment, vous avez les réglages par rapport à celui-ci qui s'affiche. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir affiner les réglages. Par exemple, si votre panorama 360 est en 8K et que vous voulez changer la taille ou changer la dimension, vous pourrez le faire facilement ici. Vous allez pouvoir ajouter des titres, des sous-titres, une vignette différente pour ce panorama par exemple, et l'inclure ou non dans le carrousel. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, le carrousel vous permet en fait d'avoir, comme son nom l'indique, un carrousel de médias et si la personne, l'utilisateur, ne fait aucune action lors de sa visite virtuelle, il va passer de l'un à l'autre automatiquement en fait sans rien faire. Ce qui permet de faire un chemin type si la personne ne fait aucune action de son côté. Donc bref, ça c'est le carrousel. Vous avez tout le temps beaucoup d'informations sur la droite, on ne va pas les voir en détail, je vais essayer de survoler
les plus importants. Il faut savoir que cet onglet panorama, je vais passer un tout petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'un panorama sur 3D Vista, c'est votre scène, c'est-à-dire que c'est l'élément majeur qui fait que si vous n'avez pas de panorama à 360 degrés, c'est principalement que vous ne pourrez pas faire de visite virtuelle interactive sur 3D Vista. Si vous avez ces éléments-là, vous allez toujours pouvoir vous en sortir pour faire un scénario pédagogique sur 3D Vista. Passons sans plus tarder sur la partie paramètres. Vous voyez, j'ai cliqué sur paramètres et on peut voir que je peux faire pivoter ma vue. Je vais me mettre dans le bon sens comme ceci pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on a une vision un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'on peut naviguer à 360 degrés sur notre panorama. C'est très intéressant pour le voir un peu plus en détail. Et on a à nouveau les paramètres individuels de chaque panorama qui sont sur la droite, qui sont exactement les mêmes que tout à l'heure. Sauf qu'en ayant double-cliqué dessus, ça permet vraiment de rentrer en vue reframe, c'est-à-dire une vue où on recadre comme si la personne avait un casque de réalité virtuelle sur la tête, tout simplement. C'est rien de plus que ça, on ne peut pas ajouter de hotspot, donc des points d'interaction à ce moment précis. On est encore dans les réglages en lui-même du panorama. Le point le plus important, hormis la qualité de votre média, c'est l'information qu'il y a juste ici. Définir la vue comme point initial. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le point zéro. Quand la personne va arriver sur ce panorama, si elle vient vraiment de très loin par exemple, ou qu'elle vient d'un plan, on le verra sur la partie plan, ou qu'elle vient de loin par rapport à ce point qui est dans l'espace. Ici, on est dans un data center. Le point initial permet en fait de réorienter correctement la vue. Donc moi, ce que je vais faire, si je veux vraiment que ce soit cette vue initiale que la personne va voir quand elle va arriver sur le panorama, je clique sur définir la vue comme point initial et le tour est joué. Vous ne verrez pas en fait de modification parce que ça se fait en background, si je puis dire, vraiment en arrière-plan et vous ne verrez pas ce qui se passe. Mais là, quand la personne va arriver sur ce panorama, si elle ne vient pas avec un mode spécifique de transition, elle va arriver sur ce point initial et je vous invite à mettre les points initiaux de chaque panorama un à un à ce moment précis. Une fois que vous avez intégré tous vos objets médias, vous allez refaire un petit tour sur chaque onglet d'objets médias et vous allez régler tous ces paramètres individuellement. Si vous avez beaucoup d'éléments, vous pouvez faire souvent ce qu'on appelle du copier-coller sur des notions. Par exemple, vous pouvez copier-coller la taille et le mettre sur un autre panorama si vous voulez aller un petit peu plus vite au lieu de taper manuellement à l'écran. Mais c'est cet élément-là, définir la vue comme point initial, c'est ce qu'on appelle le point zéro, qu'il faut faire en priorité. Passons maintenant sur l'onglet Hotspot, qui est l'onglet où vous allez passer un temps juste incroyable. En général, vous voyez, vous avez des petites introductions, des petits tutoriels quand vous faites des mises à jour, c'est tout à fait normal, je vous invite à les suivre. Et ce tutoriel qui est ici à l'écran est d'autant plus intéressant parce que c'est vraiment comme ça qu'on va travailler. On va drag and dropper, donc drag and drop, ça veut dire faire glisser et déposer des éléments pour créer des points d'interaction, donc des points graphiques qui vont être placés dans l'espace et ces points d'interaction vont permettre de faire des interactions tout simplement. Donc nous, dans notre cas de figure, ce qu'on va faire, là, on va pouvoir déjà voir un peu plus en détail ce qui est en train de se passer. Vous êtes encore sur une vue reframe dans cet onglet Hotspot, mais cette fois-ci, vous pouvez voir qu'à l'écran, il y a des choses étranges qui sont apparues. Donc ce sont des éléments graphiques que j'ai rajoutés, comme par exemple ce petit point I, ou par exemple cette petite photo juste ici qui est liée à un élément dans le ciel, ou comme par exemple ce petit hotspot animé qui est au sol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement cet onglet, vous allez y passer 80% de votre temps. Donc vous pouvez encore une fois switcher d'un panorama à un autre hyper facilement sur le côté gauche. C'est pour ça qu'il faut une organisation extrême en termes de renommage de vos fichiers, parce que sinon vous allez être littéralement perdu. Et donc encore une fois, vous êtes sur une vue reframe, mais cette fois-ci on a bien les éléments graphiques qui sont visuellement présents. Quand vous cliquez sur un élément graphique sur la liste des hotspots ici, vous allez voir qu'il apparaît directement sur votre écran. Donc, il va être centré pour que vous puissiez facilement l'identifier. Par exemple, si je vais sur un fichier juste ici, vous voyez que ça me mène ici. Si je clique sur l'image, ça me mène sur cette image ici. Et ça l'encadre en bleu, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Donc ici, il y a le cadre de sélection bleu et ici, vous avez le cadre de sélection sur l'élément en question. Donc, tous ces hotspots, ils peuvent être divers et variés. On le verra dans notre partie pratique bien plus en détail, mais ils sont ici. Vous avez l'encadrement qui permet de faire un encadrement d'une zone bien spécifique. Par exemple, moi j'ai des zones de floutage
qui sont juste ici par exemple. Vous voyez, j'ai une toute petite zone au milieu de mon écran qui est une zone de floutage pour ce cas de figure parce que vous voyez, on est bien sur des choses où il y a des éléments à cacher du grand public et encore plus à vous en tant qu'élève. Donc, on a des zones floutées ici, mais qui sont rien de plus qu'un encadrement. Donc, plusieurs points que j'ai mis dans l'espace avec un fond noir et vous avez votre cadre. Mais ça, c'est pratique parce que vous pouvez du coup encadrer tout type d'éléments. Vous avez la deuxième chose qui est la partie texte. Donc, dans mon cas de figure, on peut voir que j'en ai pas forcément ici. Alors, là, j'ai fait une erreur. Voilà, on fait attention, vu que je suis sur un écran tactile, c'est un petit peu différent. Mais la partie texte va vous permettre de mettre un élément textuel, peu importe où, dans l'espace. Et ça fonctionnera très très bien comme hotspot. Vous avez le hotspot ici, image, qui va être le plus utilisé, encore une fois, comme ce petit bouton ici, qui est un bouton avec du texte, mais c'est moi-même qui ai construit cette image sur un logiciel d'édition. Et donc, je l'ai mis sur fond transparent, comme vous l'avez vu sur les chapitres précédents. Et ce n'est rien de plus qu'une image qui est intégrée. Elle n'est pas en mouvement. Et ça s'arrête à là, tout simplement. Mais vous allez voir que vous pouvez mettre des panoramas, des hotspots, pardon, qui sont animés. Comme vous l'avez vu sur, par exemple, le panorama numéro 6 au sol, vous voyez que vous avez l'animation qui se déroule en temps réel et qui vous permet de voir concrètement, visuellement, qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite, vous avez ici, en haut à droite, juste ici, avec le petit logo qui ressemble à YouTube avec un petit bouton play, tout simplement la possibilité de mettre des vidéos. Donc, des vidéos, mais qui seront intégrées graphiquement, d'accord, et qui seront considérées comme un hotspot. Ce n'est pas une vidéo qui va apparaître en pop-up, c'est-à-dire apparaître sur la longueur de l'écran ou apparaître à un endroit bien défini. C'est vraiment la vidéo en elle-même qui est un hotspot. D'accord, on verra ça encore une fois beaucoup plus en détail, mais c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour cette dame qui est juste au milieu. En fait, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, ceci, si je clique dessus, vous voyez que c'est un morceau de vidéo. Je pourrais très bien la mettre n'importe où. Si elle est calée parfaitement au bon endroit, vous n'y voyez que du feu. Et c'est là tout l'intérêt d'intégrer des vidéos. Et le dernier, qui est tout simplement la partie où vous pouvez, pareil, encore une fois, intégrer n'importe où. Ici, une web frame. Donc, c'est hyper intéressant si votre visite virtuelle est disponible sur Internet. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire passer votre visite virtuelle au niveau supérieur, de pouvoir le mettre sur Internet. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde et ce n'est pas forcément ouvert à tous les cas de figure, dépendant de ce que vous demande votre donneur d'ordre. Voilà, les éléments, vous pouvez encore une fois les supprimer à la volée ici dans votre liste. Vous pouvez les afficher ou non. Par exemple, mon floutage ici, je peux l'afficher ou non. Vous pouvez cadenasser encore une fois les éléments pour qu'ils ne bougent pas n'importe comment, comme ma vidéo que je suis en train de faire bouger depuis tout à l'heure. Si je mets le cadenas, au moins, je n'ai plus de problème sur cette vidéo-là. Et vous avez bien la petite icône qui correspond à ce que c'est et un nom. Vous pouvez double-cliquer sur ce nom pour le renommer. Voilà, on a fait un petit tour sur la partie hotspot. Bien évidemment, tout va se jouer ici sur la partie action parce que là, votre hotspot, ce n'est rien de plus qu'un élément graphique. Ok, ça, c'est très important de le comprendre à ce stade. Si vous ajoutez un bouton, si vous ajoutez un texte, une vidéo ou peu importe quoi dans cette scène à 360 degrés, pour l'instant, il ne fait rien. Tant qu'il n'y a pas d'action ici, l'élément ne fera strictement rien. Quand les gens vont cliquer dessus, il ne se passera rien. Quand les gens vont regarder cet élément, il ne se passera rien. Et donc, c'est tout à fait normal. D'accord ? Ensuite, l'onglet autopilote. Donc, vous voyez, l'onglet autopilote, il va se déplacer entre le point initial de votre image. Si par exemple, vous vous rappelez, hein, la porte jaune ici, je l'avais mis par exemple en point initial sur cette photo panoramique numéro 5. C'est-à-dire que quand la personne va arriver sur le panorama, elle va arriver avec la vision sur cette porte. En revanche, avec l'autopilote, je peux définir un point où le panorama va se déplacer tout seul jusqu'à ce point avant de passer au panorama suivant. L'autopilote n'est pas l'élément à prendre en compte tout de suite et à passer du temps tout de suite parce que ce n'est pas l'élément le plus important. Cet autopilote, c'est pour tous ceux qui ne vont pas bouger pendant votre visite virtuelle et qui vont laisser, par exemple, s'ils l'ouvrent sur ordinateur, ils vont la laisser telle qu'elle et ça va tourner tout seul, mais en général, c'est les gens qui s'en vont de leur écran et donc ce n'est pas forcément hyper intéressant. Mais dans des cas de figure où vous avez des personnes qui mettent le casque et qui font un peu n'importe quoi et vous voulez vraiment qu'ils profitent quand même de la visite virtuelle interactive et de votre cours au format immersif, et ben, cet autopilote a son intérêt. D'accord? C'est rien de plus que ça, vous pouvez ajouter des points 1, 2, 3 et l'autopilote va se diriger d'un endroit à un autre avec des transitions. Passons maintenant
à la partie audio. Vous avez une interface audio individuelle pour chaque panorama, en plus d'avoir l'onglet principal audio ici. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les onglets principaux qui sont tout en haut vous servent bien à importer vos objets médias et à les classer et à régler les paramètres de ceux-ci. D'accord? Mais là, nous sommes dans un sous-onglet. Vous voyez, nous sommes bien ici, dans la partie audio. Et donc, ce qui signifie que je vais pouvoir ajouter un audio qui est déjà présent dans ma banque d'audio, d'accord? Et je vais pouvoir l'assigner à ce panorama en lui-même. Ce qui fait que vous pouvez très bien assigner un audio différent dépendant de chaque panorama. Ça peut être extrêmement intéressant. Ou assigner un audio généraliste pour l'intégralité de votre visite virtuelle, et ce qui permet de se simplifier la vie clairement dans 90% des cas de figure. Mais si vous voulez, par exemple, avoir une dizaine de scènes différentes qui est cet audio-là, parce que ça marche très bien dans ce cas de figure-là, si vous voulez mettre une musique sur 10 autres panoramas, vous pouvez le faire de cette façon. C'est-à-dire que si je mets le panorama 1, 2, 3, 4 et 5 avec le même audio ici, quand la personne va passer d'un panorama à un autre, en cliquant sur les hotspots, elle va toujours avoir le même audio. Ça ne va pas recommencer à zéro, d'accord? Et donc, si la personne elle arrive sur le chapitre numéro 2 avec les 10 nouvelles scènes, potentiellement, vous allez mettre un autre audio, et là, ça va switcher d'audio, et ça va être hyper intéressant. Ce qui veut dire que, par exemple, dépendant de vos scènes, vous pourrez avoir de la voix off, vous pouvez avoir des musiques, vous pouvez avoir du sound design, des choses très spécifiques qui vont être intégrées ici. Petite partie que l'on appelle améliorer. Je vous invite à ne pas utiliser cet onglet améliorer. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu certainement si vous avez pris la formation sur la photographie panoramique dans notre centre, eh ben, nous avons déjà traité la photo en amont. Et donc, hors de question de retoucher avec des outils de 3D Vista qui ne sont pas des outils professionnels à proprement parler si on veut vraiment aller dans les détails. D'accord? Si vraiment vous avez un petit problème, vous voyez que c'est un peu trop exposé ici, etc., vous voulez bouger tout ça, vous pouvez le faire en temps réel, vous voyez, hein, sans aucun problème, mais je ne vous le conseille pas, d'accord? On va passer tout de suite à la partie FX. Donc FX, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effets spéciaux, d'accord? Et ces effets spéciaux sont de l'ajout d'éléments qui peuvent être visuellement intéressants et qui améliorent tout simplement l'immersion. On a par exemple les lens flares, la neige, la pluie, des éléments qui vont être intégrés et qui peuvent avoir un impact dans certains cas de figure. Encore une fois, c'est un petit peu gadget pour la pédagogie, mais ça augmente l'immersion et le réalisme. Donc je vous laisserai naviguer ici, vous verrez que vous en aurez plusieurs. La partie cache. Cache, c'est ce qu'on appelle le capuchon ou le caps, comme ils appelaient ça sur la version anglaise par exemple, et ce qui signifie que vous pouvez très bien mettre un capuchon en dessous au nadir ou au zénith par exemple si vous avez votre trépied qui est visible, et ce qui permet de cacher tout simplement, c'est pour ça que ça s'appelle des caches, ça permet de cacher ces éléments. Donc vous pouvez très bien avoir le logo de votre centre de formation ou de votre établissement qui est en bas et qui permet tout simplement de cacher le trépied. Dans mon cas de figure, vous voyez, vous avez réglage du trépied, réglage du plafond. Des fois, dans des cas de figure, par exemple, vous utilisez un drone et donc il y a besoin de cacher quelque chose au plafond, ça peut être intéressant. Ou quand votre panorama 360 n'est pas entier, c'est-à-dire qu'il manque le nadir ou le zénith qui sont totalement noirs. Ça peut arriver si vous le faites via un iPhone ou via un téléphone Android, et ben de faire un panorama comme ceci et en fait de ne pas avoir le sol ni le plafond. Et donc d'avoir un cache qui permet de cacher tout ça, ça peut être intéressant et ça peut mettre en avant votre marque, votre centre de formation par exemple. Voilà, on a fait un tour très rapide de la partie panorama. Passons maintenant aux photos. Nous ne sommes plus ici dans la partie immersive, c'est-à-dire que c'est des photos 2D comme vous pouvez le faire avec vos appareils photo classiques ou votre smartphone par exemple. C'est-à-dire que cette image n'est pas englobante, elle n'est pas à 360 degrés, elle n'a aucune valeur immersive. On va pouvoir tout simplement en intégrer sur 3D Vista, on voit ça tout de suite. Je suis sur l'onglet photo, il est passé au bleu comme vous le voyez ici et le nombre de sous-onglets est beaucoup plus court, est beaucoup plus restreint, donc ça va aller d'autant plus vite. Dans mon exemple ici, j'ai un album photo qui avec un cadre ici qui est totalement grisé, un petit peu noirci comme ça, avec album photo en titre, donc c'est parfait pour s'y retrouver. On voit que cela contient 3 photos et que l'album en tout va durer 15 secondes, donc 5 secondes par photo. À côté, juste ici, ici et là, vous avez bien les photos individuelles qui ont été importées, d'accord? Vous pouvez ajouter des photos comme d'habitude en cliquant sur le bouton juste ici, ajouter un média,
et donc vous pourrez ajouter une photo. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur les boutons plus que vous trouverez dans chacune de vos interfaces. Donc nous sommes bien sur la partie liste parce que c'est légèrement blanc comme ça veut dire que vous êtes sur cet onglet. Et quand vous cliquez sur une des photos ou un de vos albums, vous avez les paramètres sur le côté droit qui apparaissent avec le réglage de la qualité, l'audio par exemple sur votre vidéo, ça c'est de plus en plus intéressant, ce n'était pas intégré avant, et la durée de transition entre chacune de vos photos si elles sont intégrées dans un album. Ensuite, vous avez le deuxième petit onglet ici, photo, qui vous permet de la voir en grand. Donc vous voyez, moi c'est une photo d'un élément technique qui est dans ce data center. Ce sont des bus qui permettent d'inspirer différents gaz en cas de problème technique. Et ce qui fait que je vois cette photo en grand et j'ai encore les paramètres sur la droite. Si vous voulez, entre liste et photo, il n'y a rien de plus à savoir, c'est-à-dire que la partie liste vous permet d'avoir une vue globale de toutes vos photos, mais vous pouvez quand même changer les réglages individuels. Et la partie photo vous permet d'y voir un peu plus clair et de voir ça un peu plus grossièrement, si je peux me permettre. Voilà, on a fait le tour sur la partie photo. Vous avez vu, c'est court et efficace. Petite parenthèse, bien évidemment, les photos 2D ici ne sont pas vos scènes, c'est-à-dire que ces photos 2D vont être des objets médias générés qui vont apparaître peu importe où vous l'aurez désiré dans votre visite virtuelle. Il peut même être intégré, cet album photo là de 3 photos, peut être intégré dans le skin, c'est-à-dire dans votre habillage. Par exemple, quand la personne clique sur le bouton album photo, elle verra tous les albums photos qui apparaissent, etc., etc. Il faut savoir que là, on est vraiment dans cette phase d'importation. Il faut que dans votre tête, cela fonctionne correctement, c'est-à-dire vous avez déjà capturé vos médias ou vous les avez déjà téléchargés, tout est bien organisé, vous avez fait votre scénarisation. Maintenant, vous arrivez à cette seconde phase qui est l'importation. Donc, vous allez les mettre dans chacun des onglets qu'on est en train de voir lors de cette vidéo. Vous allez régler les paramètres individuellement de ces panoramas et après, on va passer tout simplement à l'application de la scénarisation. Donc, comment on fait les interactions entre les différentes scènes, comment on fait pour cliquer ici qu'il y ait une photo qui apparaisse, comment on fait pour cliquer qu'il y ait un web frame qui apparaisse, comment on fait pour faire un quiz, etc., etc. C'est la phase d'après. Là, on se concentre sur cette phase d'importation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat qui est dédié. Dans ce chapitre 3, on va passer à la partie vidéo. Donc, je dis bien vidéo, sous-entendu vidéo 2D, donc des vidéos qui ne sont pas à 360 degrés. Donc, c'est ce que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui sur vos écrans quand vous regardez par exemple une série sur Netflix ou Amazon Prime par exemple. Ce sont rien de plus que de simples vidéos. Vous pouvez les avoir déjà en stock initialement, vous pouvez tout simplement les tourner par vous-même, vous pouvez les générer par intelligence artificielle, vous pouvez les télécharger sur Internet. Bref, les vidéos 2D, c'est parti. Je switch sur mon petit onglet vidéo. Juste ici, on a 3 sous-onglets, liste, paramètres et hotspot. Et vous allez vite comprendre que c'est très similaire à la partie photo. La partie panorama est un petit peu plus complète parce que tout simplement, ce sont vos scènes comme je vous l'ai dit précédemment. Donc dans cette partie liste, comme d'habitude, l'intégralité de vos vidéos qui sont présentes ici, d'accord, donc qui peuvent être des vidéos à but pédagogique, d'illustration, peu importe, ça peut être du motion design, ça peut être tout type de vidéo. Et je vous invite à les mettre ici. Alors les formats de ceux-ci, je vous invite à faire quelque chose de très bien compressé, de ne pas forcément utiliser du 4K à l'heure actuelle où je vous parle, dépendant de quand vous suivez cette formation, de vous adapter un petit peu à, voilà, à la disponibilité en fait, des casques performants et des connexions Internet performantes que vont avoir vos élèves, soit s'ils sont en interne dans votre centre de formation ou dans votre école, soit s'ils sont externes ou si vous avez un tout autre projet pédagogique. Comme d'habitude, le bouton « Ajouter un média » en bas à gauche vous permet de mettre un média. Vous pouvez également, normalement, glisser-déposer depuis votre explorateur de médias, de fichiers sur votre ordinateur à ici, glisser-déposer l'intégralité des vidéos et cela fonctionne très très bien. Donc, comme d'habitude, quand on clique sur une des vidéos, vous avez les paramètres qui arrivent sur la droite. Ça paraît à chaque fois conséquent comme ça quand je vous le montre à l'écran, mais pas d'inquiétude. Chaque élément, en général, est déjà très très bien adapté pour une utilisation dans un but pédagogique. Ce qui veut dire que vous voyez, par exemple, la qualité de la vidéo est déjà baissée à 75% parce que 3D Vista s'est rendu compte qu'on mettait des qualités beaucoup trop élevées sur leur outil et qu'une compression à 75% via FFmpeg, qui est l'encodeur utilisé par 3D Vista, en fait, permet d'avoir une qualité vraiment très bonne, que ce soit pour une diffusion sur Internet ou une diffusion en local. Voilà, donc encore une fois, quels sont les éléments les plus importants sur cette partie
paramètres sur chaque vidéo, et ben renommez correctement votre vidéo, vérifiez bien si vous voulez la jouer en boucle, si vous voulez qu'il y ait une lecture automatique, une lecture pause au clic, etc. C'est très important, ce sont tous les éléments les plus cruciaux avec la qualité. Passons tout de suite aux paramètres. Donc comme d'habitude, là ça me permet de voir la vidéo en l'état. J'ai un petit bouton play en bas qui me permet de la lire, comme vous le voyez juste ici. Notre data center a une surface de 140 m² dédiée à nos services énergie. Voilà, je suis désolé pour la qualité du son, je ne sais pas ce que ça a rendu de votre côté vu que le son provient de l'écran. Mais vous prévisualisez ici et vous pouvez gérer encore à droite les paramètres, ce qui vous permet de voir vos paramètres, ce qu'ils affectent directement sur la vidéo. Encore une fois, ce n'est qu'une prévisualisation, donc faites attention. Voilà, juste une prévisualisation. Et la partie hotspot qui est plus ou moins récente tout de même, qui permet de mettre des hotspots directement sur vos vidéos 2D. Alors attention, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on peut le croire. C'est plus technique que de mettre de simples hotspots sur vos panoramas 360. C'est un peu plus technique parce qu'il va falloir créer les hotspots directement sur votre partie habillage. Donc on l'a vu sur les chapitres précédents. Vous pouvez créer déjà des hotspots dans votre partie habillage. Et en fait, une fois qu'ils seront créés dans la partie habillage, vous pouvez les implémenter ici. C'est un petit peu technique, ils n'ont pas trouvé d'autres solutions de contournement pour le moment chez 3D Vista, mais ça ne devrait pas tarder en tout cas pour que ce soit beaucoup plus simplifié à l'avenir. Je vous montre l'écran ici en gros, vous voyez en haut à droite, pour ajouter des hotspots à une vidéo, créez-les dans l'éditeur de skin et cliquez d'abord sur éligible en tant que hotspot dans les vidéos. Les hotspots seront alors listés ici pour être implémentés dans la vidéo. Donc si ce que je vous dis paraît extrêmement avancé, c'est normal, pas d'inquiétude. On ne va pas s'intéresser, on ne va pas plonger là-dedans tout de suite. Mais c'est une petite spécificité quand même qui est à prendre en compte. Passons maintenant à la vidéo 360. Vous l'avez compris, comparé à la vidéo 2D, la vidéo 360 est englobante. Le format est équirectangulaire 2:1, encore une fois, si vous êtes en monoscopique. Et vous pouvez très bien mettre des vidéos en stéréoscopique, certainement au moment où je vous parle. Et donc, ces vidéos 360 peuvent être à elles-mêmes considérées également comme des scènes. Vous allez voir qu'on peut ajouter des hotspots beaucoup plus facilement que sur les vidéos 2D, mais ce qui veut dire qu'il faut imaginer un instant qu'au lieu d'avoir des scènes qui seraient totalement fixes, par exemple en photo 360, vous pouvez avoir des scènes en mouvement avec de la vidéo 360. Attention, gros warning, la vidéo 360, c'est extrêmement gourmand. Il faut imaginer qu'une vidéo, c'est 25 à 60 images par seconde, voire plus, et donc ce qui veut dire que votre casque de réalité virtuelle doit pouvoir les assumer, mais que votre connexion Internet doit aussi pouvoir l'assumer. Et ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tous. Et croyez-moi, il faut éviter d'en mettre de trop parce que vous allez arriver à des applications extrêmement lourdes, extrêmement gourmandes. Si c'est pour une utilisation Internet, vous pouvez d'ores et déjà oublier de mettre des vidéos 360 en 8K, par exemple. C'est même pas imaginable à l'heure actuelle, quand peut-être qu'il y aura la fibre partout dans le monde et que la 6G, la 7G va arriver, peut-être que là ça va devenir très intéressant, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et même pour une lecture en local, tant qu'on n'a pas des casques qui sont similaires aux Vision Pro ou bien plus performants pour lire ces vidéos en 8K en local, par exemple, eh ben, cela ne sera pas forcément très intéressant. Passons tout de suite sur la vidéo 360. Dans mon cas de figure, je n'en ai pas, c'est pour vous montrer d'ailleurs que vous avez bien un bouton bleu gros comme ça au centre de votre écran qui vous permet d'ajouter l'objet média en question. Donc là, on est sur la partie vidéo 360. Ce bouton va faire quasiment la même chose que le bouton ajouter un média en bas à gauche. On va voir que ici, vous aurez bien du coup votre liste sur le premier sous-onglet qui sera identique à la partie panorama. Donc voilà, la liste des médias ici. Si vous cliquez dessus, vous aurez les paramètres à droite. Rien de plus classique. Au niveau du coup des paramètres, ce sera exactement comme les paramètres de panorama. Rien de bien sorcier également. C'est-à-dire que vous verrez votre vidéo 360 sur un format reframe, vous allez être dedans et vous avez les mêmes paramètres qui vont être affichés à droite. On a une partie hotspot qui va être similaire également à l'onglet panorama. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les vidéos 360 peuvent être des scènes à part entière, comme vos photos 360 peuvent l'être. C'est très important. C'est un peu la base de 3D Vista. C'est-à-dire que contrairement à des outils comme Unity, où on va faire toutes des scènes en 3D, ici, vraiment, la base de vos scènes, c'est la photo 360 ou la vidéo 360.
pour le moment, à l'heure où je vous parle. Dans la partie hotspot, vous pourrez ajouter des hotspots au format texte, des photos, des petites vidéos, des webframes, bref, tout type d'hotspot et vous pouvez donner des actions à ces hotspots. La partie cache fonctionne également comme la partie panorama, c'est-à-dire vous pouvez mettre un cache au-dessus qui va cacher potentiellement votre drone par exemple, si vous avez fait des photos en drone. Ça pourrait également, des vidéos aussi également en 360 degrés, ça pourrait être également de cacher le nadir, c'est-à-dire de cacher votre trépied si vous avez fait des vidéos 360 sur un trépied. Voilà, rien de bien différent en fait de la partie panorama. Passons tout de suite au 3D. Un objet 3D est en général la notion que les élèves arrivent le moins à comprendre. Donc je vais essayer de vraiment simplifier et de vulgariser au maximum. Donc un objet 3D, c'est rien de plus qu'un objet réel qui a essayé d'être retransmis en virtuel. C'est-à-dire vous avez par exemple une caméra ou je ne sais pas, un sapin par exemple, ou une chaise, une table, et ben tout simplement ces éléments dans la vie réelle, vous allez essayer de les recréer dans un monde virtuel. Et c'est ce qu'on appelle un objet 3D. Cet objet 3D qui a été recréé virtuellement, il est fait de maillage, c'est-à-dire c'est comme si vous avez une nappe qui est posée sur une table, et ben cette nappe c'est le maillage de votre table, elle englobe l'objet 3D. Et ce maillage il peut être plus ou moins complexe et plus ou moins riche pour montrer tous les petits détails de texture de votre table, montrer tous les détails de forme de votre objet. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le maillage, il est fait de points, d'arêtes et de sommet. Ça, c'est un objet 3D qui est totalement vierge, c'est-à-dire qu'il aura un aspect plutôt neutre, et il n'aura pas de couleur, de texture, il n'aura pas de matériel sur lui. Dès que nous allons ajouter une texture sur celui-ci, comme vous le voyez à l'image ici, cet objet 3D va prendre en général une forme beaucoup plus sympathique et beaucoup plus réaliste ou photoréaliste si vous le désirez. Et ça, c'est un objet 3D. Cet objet 3D à part entière dans 3D Vista, comment il va être exploité? On va voir ça tout de suite. Je suis ici dans ma fenêtre 3D, dans mon cas de figure sur ma visite en question, je n'en ai pas eu l'utilité. Et de toute façon, cette fonctionnalité est extrêmement récente, donc je ne l'avais pas en main. Mais le principe est à l'identique. C'est-à-dire que cet objet 3D, vous n'allez pas pouvoir forcément le placer n'importe où dans vos scènes. Pourquoi? C'est tout simplement 3D Vista. Vous allez vous servir de l'objet 3D, je vais vous montrer tout de suite, avec différentes méthodes. Un objet 3D, par exemple, là vous avez une voiture, vous voyez, une voiture qui a été modélisée intégralement en 3D. On va pouvoir l'importer en mode orbital, ce qui veut dire que la caméra pourra tourner autour de l'objet et vous pourrez soit tout simplement avec un casque de réalité virtuelle aller partout et regarder partout autour de cet objet-là, soit quand la personne est sur ordinateur, pouvoir faire pivoter l'objet, regarder partout autour, rentrer un peu plus à l'intérieur, etc. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est ultra puissant. La grosse contrainte, c'est que vous n'êtes pas forcément formé, dépendant des cas de figure, à créer des objets 3D de chez vous. Croyez-moi, c'est un métier à part entière. Nous avons des formations totalement dédiées au centre de formation Immersive Ambition. Mais ce n'est pas une obligation d'avoir des objets 3D pour qu'une visite virtuelle interactive soit fonctionnelle et pédagogiquement intéressante. Bref, n'hésitez pas à regarder la formation qu'on dispense chez Immersive Ambition qui est vraiment faite pour ça et qui permet de créer vous-même vos objets 3D à partir d'objets réels ou non. Sur les objets 3D, ce qui arrive de plus en plus à l'heure où je vous parle, c'est de les créer via intelligence artificielle. Alors, il y a plein d'outils qui arrivent sur le marché qui sont pour l'instant extrêmement chers et où la génération de ces objets 3D sont extrêmement longues. Mais si vous êtes novice, ça va être la meilleure méthode pour générer tout type d'objets 3D. Par contre, malheureusement, si vous avez quelque chose de très spécifique, par exemple un cockpit d'avion, vous voulez vraiment refaire un cockpit d'avion en détail, vous n'allez pas pouvoir le générer via intelligence artificielle parce que ça ne représentera pas la vraie réalité. Et donc, vous allez devoir le capturer via des techniques de photogrammétrie, des techniques de LiDAR, des techniques de scan par lumière structurée et des techniques après de reconstitution, de rétopologie s'il faut simplifier l'objet 3D, etc. C'est un métier à part entière. Encore une fois, on a fait une formation totalement sur le sujet qui permet à n'importe qui de pouvoir créer ses propres objets 3D par tout type de méthodologie, mais que ce soit le plus simple possible et le plus abordable possible pour vous. Bref, la fonction orbitale, c'est ça, c'est amener l'objet 3D et que la personne puisse tourner autour et faire toutes les manipulations avec. La fonction survol est un petit peu différente.
Encore une fois, dès que vous cliquez dessus, ça permet d'importer. Mais la fonction survol, c'est d'importer un modèle 3D en tant que terrain où la caméra survolera le modèle. Donc là, en général, ça se fait via photogrammétrie, c'est-à-dire que vous allez faire un modèle 3D beaucoup plus vaste. Par exemple, imaginez un stade de foot ou imaginez de faire la photogrammétrie d'une ville tout entière et de la voir en 3D. Donc c'est hyper intéressant, mais là, la personne va pouvoir survoler le modèle et pas faire pivoter le modèle 3D en lui-même, d'accord? C'est bien la caméra qui va se déplacer et vous allez survoler. Donc encore une fois, ça paraît beau dit comme ça, mais ce n'est pas ouvert à tous. C'est vraiment cette option, elle est là pour les personnes qui savent créer des objets 3D très poussés, pour ce cas de figure, des plans. Et le deuxième élément qui est hyper intéressant, c'est à la première personne. Donc apporter un modèle 3D où la caméra sera à la première personne. Donc c'est un petit peu différent parce que là vous serez à taille humaine. Donc imaginez un modèle 3D, vous avez refait intégralement vos locaux et vous avez un modèle 3D qui est disponible, qui est fourni par votre architecte ou par les personnes qui gèrent toute la partie formation. Vous pouvez très bien avoir un modèle 3D existant et donc celui-ci va être intégré sur 3D Vista et la caméra sera à la première personne. Alors attention, il y a vite des limitations. Vous ne pourrez pas à l'heure actuelle intégrer des hotspots dans cet outil par exemple de première personne. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pourrez pas par exemple prendre un carton qui serait dans l'étagère en 3D, le déplacer, etc. Ce n'est pas fait pour ça, en tout cas ce n'est pas aussi puissant que ça. Je vous le rappelle, je vous ai orienté sur ce cursus. En général, c'est parce que 3D Vista était amplement suffisant pour votre apprentissage et pour réaliser vos objectifs. Si à l'heure où je vous parle, vous vous sentez bloqué, vous vous dites « moi je veux vraiment que les personnes puissent faire du 6 degrés de mouvement », c'est-à-dire se déplacer dans des scènes et la personne doit également pouvoir prendre des objets, faire des manipulations extrêmement complexes, eh ben, je ne vous conseille pas de rester sur ce cursus sur 3D Vista, contactez-moi et on va voir si on peut vous faire passer sur l'autre cursus sur les moteurs de jeu. Mais bref, petite parenthèse faite, vous avez 3 fonctions pour les modèles 3D. Donc orbital qui vous permet de faire pivoter le modèle 3D et les gens pourront regarder partout autour. Fonction survol vous permettant d'apporter des modèles beaucoup plus gros et où là on va pouvoir survoler un terrain. Et la partie première personne où on est dans le modèle 3D à hauteur d'homme et en fait où on va pouvoir avancer, se déplacer mais pas forcément faire de manipulation. Et quand je dis se déplacer, c'est se déplacer en cliquant ou se déplacer tout simplement en visant avec les yeux par exemple. Il y a plein de fonctionnalités. Mais vous avez bien compris que ces modèles 3D, on rentre dans un univers beaucoup plus complexe que ça si on veut vraiment maîtriser le tout. Donc si vous les avez, parfait, vous allez pouvoir utiliser cette fonction. Donc on a la partie liste, paramètres, caméra, hotspot, panorama, environnement, lumière, animation, objet, variant, FX. C'est la partie où vous avez le plus de sous-onglets. On va les survoler tout de suite, n'hésitez pas à aller un peu plus dans les détails par vous-même lors de votre exercice pratique si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne en détail. Mais encore une fois, pour moi, si vous n'avez pas les sous-traitants derrière ou si vous n'avez pas la formation adéquate que vous avez pris dans notre centre de formation, vous ne pourrez pas aller extrêmement loin parce que les objets 3D, ça coûte cher. Si vous ne les possédez pas, ça va être compliqué. Vous pouvez dans un cas de figure où vous les avez dans l'entreprise, dans votre centre de formation, et ça, c'est parfait. Mais c'est généralement pas tout le temps le cas. Et donc, vous avez bien la partie liste paramètres qui est identique à la partie liste paramètres des autres onglets. La partie caméra qui permet tout simplement de faire déplacer la caméra pour la partie survol ou la partie première personne. Les hotspots que vous pouvez mettre, donc encore une fois, ce ne seront rien de plus que des hotspots. Par exemple, vous êtes dans la scène 3D, il y a un endroit bien important où il faut mettre une vidéo qui apparaisse, vous pourrez mettre un hotspot ici. Vous pourrez intégrer des panoramas à l'intérieur même de ces éléments 3D. La partie environnement vous permet également de faire tous vos réglages sur cette partie environnement. La gestion des lumières, parce que dès qu'on part sur des objets 3D à part entière, il faut se dire qu'on n'est plus dans une photo 360 ou dans une vidéo 360. Nous sommes bien réellement dans un objet 3D et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de visibilité d'objet 3D. C'est comme ce que vous voyez dans la vie de tous les jours quand vous me regardez aujourd'hui sur votre écran. Si l'écran ne faisait pas de lumière, vous ne verrez rien du tout. Et donc, c'est un peu la même idée. Il faut qu'un objet 3D soit éclairé pour pouvoir avoir une réflectance et avoir une visibilité à l'œil d'un humain. C'est-à-dire que la lumière rebondit sur l'élément 3D et vient jusqu'à vos yeux. Donc, on a une gestion de lumière qui est un petit peu plus importante ici que sur les autres. Et donc, c'est le seul endroit d'ailleurs où il y a une gestion de la lumière.
Une gestion de l'animation, parce qu'un objet 3D, comme je vous l'ai dit, c'est un maillage. Par exemple, vous voyez le plan de travail juste devant moi, on va imaginer un objet 3D que je pourrais très bien représenter dans un outil de création d'objets 3D. Et donc, avec la partie animation, je pourrais faire que cet objet se déplace. Je pourrais faire, par exemple, d'un personnage qui puisse marcher, etc. On a une partie animation ici qui est hyper importante. En général, les animations, je vous conseille de les faire sur un autre outil et de vous en servir ici. La partie objet est également très technique. On verra, je pense, un cours total sur cette partie 3D. Je pense que je vais le mettre en option dans votre formation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de regarder le cours sur la partie 3D parce qu'à mon avis, ça va être assez dense. Mais dans l'idée, voilà, je pense que ça va être une option parce que ce n'est pas l'élément indispensable, mais c'est quand même intéressant pour beaucoup de personnes. On a la partie variant et FX qui sont également des choses très très délicates à gérer et on le verra dans le chapitre dédié. On va passer maintenant à la partie plan. Quelle est l'importance d'un plan dans une visite virtuelle interactive? C'est tout simplement pour que la personne puisse naviguer beaucoup plus facilement. Il faut penser que ce plan qui va pouvoir être intégré dans votre skin, dans votre habillage, ce plan va être tout le temps présent et ce plan va permettre aux personnes de naviguer beaucoup plus rapidement et de se rendre à des endroits beaucoup plus facilement. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que toute cette partie habillage, skin et donc les plans ne seront pas visibles dans un casque de réalité virtuelle. Donc, vous l'aurez compris, l'intérêt est très limité pour cette partie purement immersive. Mais pour une utilisation sur PC, sur smartphone, sur tablette, ça reste hyper intéressant. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans mon cas de figure, encore une fois, je n'ai pas de plan. Vous le voyez, on clique sur le bouton plus ou ajouter un média pour ajouter un plan. Et là, nous avons 3 sous-onglets, liste, hotspot, radar. La partie plan est très simple. Il faut imaginer, c'est ce qu'on appelle un floor plan, donc un plan au sol. Ça peut être utilisé, ça peut être contourné et utilisé d'une autre manière. Mais l'idée, c'est d'avoir un plan qui représente votre élément au sol. Si par exemple vous êtes dans des bâtiments, si par exemple vous faites une visite virtuelle d'un musée de photos, vous aurez par exemple un plan à disposition et ça va vous permettre de classer par artiste par exemple. Si vous avez par exemple une visite virtuelle interactive à faire de votre centre de formation ou de votre école, ça peut être intéressant d'avoir ce plan qui est présent pour pouvoir les faire naviguer de salle de cours en salle de cours et savoir les différents pôles où ils se situent dans l'espace. Donc cette partie plan, vous aurez une liste de différents plans que vous pouvez avoir. Donc en général, ce sont des plans qui sont faits sur des outils comme Illustrator. Vous pouvez, si vous les avez déjà, vous pouvez les scanner et vous les aurez au format papier, mais ça permet d'avoir déjà un plan. Et sur ce plan, vous pourrez mettre des hotspots, c'est-à-dire que ce sera des points qui vont vous permettre, en général, soit d'avoir des informations sur ce point en question, soit de vous rendre directement à cet endroit. Exemple type, vous avez une visite virtuelle interactive pour apprendre un mécanicien à faire tel ou tel dépannage sur une voiture. Vous pourrez très bien avoir l'intégralité des ateliers en floor plan, c'est-à-dire avec l'atelier 1, 2, 3, 4, 5, et potentiellement que la personne puisse switcher entre l'atelier 1, 2, 3, 4, 5 hyper facilement et sans se déplacer au sol sur des hotspots. Et des fois, c'est un peu contraignant, des fois les ateliers sont gros, donc plus vous avez des hotspots, croyez-moi, plus un floor plan va avoir son intérêt. Et donc, vous aurez direction atelier numéro 5, la personne cliquera dessus, elle arrivera directement dans le panorama de l'atelier numéro 5. Voilà, c'est ça un floor plan, c'est ça un plan. Et vous avez la fonction radar en fait qui permet de savoir quelle orientation vous êtes exactement. Je m'explique, si vous avez un endroit où c'est très difficile visuellement de se repérer et que voilà, vous ne voulez pas que les personnes soient perdues directement, c'est très intéressant, vous aurez un genre de camembert orange par rapport à la vision de l'utilisateur qui va s'afficher sur le floor plan, ce qui permet de savoir où est-ce que vous regardez, dans quelle direction, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, bref, c'est un guide. Et tout ça se passe dans la partie plan. Passons au dernier qui est la partie audio. Dans ce dernier chapitre, je sais que cette vidéo commence à être plutôt longue, mais dans ce dernier chapitre, nous allons voir la partie audio. Donc un audio, il peut être normalement 360 degrés, encore une fois, ou stéréo, c'est-à-dire 2D. Pour vous simplifier les choses, on va comparer ça un peu à la vidéo et à la vidéo 360 ou à la photo et à la photo 360. Vous avez bien l'audio et l'audio 360. Donc c'est ici que ça se passe. C'est forcément pas très riche, vous allez le voir, parce qu'on a très peu de sous-onglets, mais ce qui permet de mettre
tout type d'audio, n'importe quand dans votre visite virtuelle. Et croyez-moi qu'en termes de pédagogie, ça a son importance et la qualité de l'audio a son importance. Parce que si vous avez par exemple des simples scènes où vous voulez mettre un audio avec une voix off, si cette voix off n'est pas de qualité et si cette voix off est mal intégrée, vous ne pourrez pas avoir une vraie pédagogie dans votre cours parce que la personne n'entendra pas votre voix. Et ça, c'est vraiment un exemple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à la musique, il ne faut pas se limiter aux effets sonores, il ne faut pas se limiter à la voix, il faut imaginer qu'on peut mettre tout et n'importe quoi. Tout type d'audio qui existe peuvent être intégrés ici. Et cela peut grandement participer à la pédagogie de votre visite virtuelle. Vous voyez dans mon cas de figure, j'ai uniquement un audio parce que ma visite virtuelle interactive est d'un seul bloc et on va dire que j'ai pas besoin d'audio très spécifique lié à la visite virtuelle. Parce que vous l'avez vu, j'ai des personnages qui parlent sur des vidéos. J'ai quelques éléments comme ça où l'audio est sur une vidéo et donc je n'ai pas d'audio tout seul à part ma musique ici qui est un mixage final, c'est-à-dire que j'ai déjà traité ce média. Et donc comme d'habitude, la partie liste, si vous cliquez sur votre objet en question, vous aurez bien les paramètres qui s'affichent juste à droite et qui sont très faibles. Mais le plus important, c'est la qualité en kbps, c'est un kilobit par seconde, c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de 320 kilobits par seconde, plus vous aurez une qualité énorme au niveau de votre son. C'est un peu comme les mégabits par seconde pour la vidéo ou pour la vidéo tout simplement. Et donc c'est important juste ici de le régler et de régler votre volume. Attention que l'audio ne prenne pas trop de place dans votre visite virtuelle par rapport à ce que vous aviez imaginé. À la base, moi je traite directement mes mixages avec le volume adéquat, c'est pour ça que là il est réglé à 1, il est au maximum, parce que j'ai déjà baissé le volume de base dans mon outil d'édition d'audio. Voilà, vous avez la partie liste, la partie paramètres, donc quand on va dans la paramètre, on peut lire l'audio, vous n'aurez rien qui s'affiche ici, vous avez juste la fonctionnalité d'appuyer sur ce petit bouton. Et donc dans mon cas de figure, l'audio ne doit pas se lire parce qu'il a dû changer de place entre temps, mais ça m'étonnerait fort. Donc je vais regarder ça en détail parce qu'on voit bien qu'il y a la durée de l'audio ici. Donc peut-être que si ça ne se lit pas, c'est parce que je suis en partage d'écran. Mais vous avez bien les éléments à l'identique ici. Vous avez juste une fonction pour prévisualiser. Ils auraient très bien pu laisser le mode liste et de nous permettre de lire l'audio sur le mode liste, mais ils n'ont pas le choix de fonctionner comme ça. Bref, passons maintenant à notre conclusion sur l'intégralité de ces onglets. Pour rappel, dans l'intégralité de ce chapitre, nous avons vu tous les onglets médias qui vous permettent d'importer des objets médias. Donc ces objets médias, je le rappelle, ils doivent être traités en amont. Ce sera préférable pour pouvoir avoir des objets médias qui sont totalement audibles, qui sont totalement visuellement pertinents et qui soient pédagogiquement intéressants dans tous les cas de figure et dans tous les sens du terme. C'est très important que ce soit fait en amont et c'est pour ça que nous proposons des formations dédiées à cela. Mais en général, si vous êtes sur ce cursus, sur l'utilisation de 3D Vista, c'est que vous avez déjà vos objets médias ou que vous savez déjà les faire parce que vous avez la formation adéquate. Donc pour rappel, on a vu la partie photo 360, vidéo 360, audio, plan et 3D, qui sont les seuls objets médias que vous pouvez ajouter dans 3D Vista. Pour l'exercice pratique, pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, encore une fois, je vous invite à le faire en détail et à vraiment prendre le temps à ce moment précis de votre formation pour pouvoir exceller par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.